L'agriculture, une pratique qui s'inscrit dans les paysages depuis près de 10 000 ans. Un des moteurs les plus puissants du développement de l'humanité. Pour nourrir le monde, les agriculteurs ont conçu des techniques ingénieuses. Ils ont façonné leur environnement pour rendre fertiles les déserts, cultivables les montagnes escarpées, fructueuses les récoltes jusqu'à l'opulence. Baptiste Grard est écologue et chercheur à l'INRA. Il va parcourir le monde à la découverte de structures prodigieuses. En se baladant dans ces rizières, on réalise bien à quel point ça a été un vrai travail d'ingénierie. Tout ici me rappelle le travail accompli par nos ancêtres. De trésors végétaux. Donc c'est ça des pommes de terre sauvages. Parce que j'avoue que ça ressemble pas du tout à ce à quoi je m'attendais, ça ressemble pas du tout aux patates qu'on a aujourd'hui dans nos assiettes. Et de projets futuristes. Ce qu'il y a de vraiment unique avec ce système, c'est qu'on a un contrôle total sur toutes les variables environnementales, à commencer par la lumière. Dans un très grand nombre de régions du monde, les agriculteurs sont les jardiniers de la nature. Un périple scientifique à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui s'efforcent de faire de nos terres des terres nourricières. Paris, au cœur du 5e arrondissement. Sur le toit de l'école AgroParisTech se trouve un inattendu laboratoire à ciel ouvert. Ce potager est le domaine de recherche de Baptiste Grard. Ces expérimentations visent à rendre possible l'agriculture au cœur des villes avec des résidus urbains. Mares de café, briques concassées, déchets verts, les ingrédients d'une nouvelle terre nourricière. Ainsi, il poursuit le geste ancestral de l'agriculteur, s'adapter à son environnement. Une évolution contemporaine d'une science millénaire dont Baptiste Grard va à présent revivre l'histoire. C'est sur le continent américain, au cœur du parc amazonien de Guyane, que débute son voyage. Ce territoire de 3,4 millions d'hectares forme avec son voisin le parc brésilien Tumucumac le plus grand espace protégé du monde tropical. Difficile d'accès, il abrite une des biodiversités les plus riches de la planète et une pratique agraire pionnière remontant au néolithique. Mélie Caillot est ingénieure agronome. Elle accompagne au quotidien les agriculteurs du parc. Quand on arrive ici, on voit une souche calcinée, des troncs calcinés, il y a des cendres un peu sur le sol. On a l'impression qu'il y a eu un feu de forêt. C'est un peu ça, il y a eu un incendie, mais on va dire volontaire. Parce qu'ici, on est sur une parcelle d'abatis brûlis. Donc en premier lieu, il faut s'imaginer qu'ici, il y avait une forêt. Les agriculteurs ont déboisé à la machette tout le sous-bois et ensuite ils mettent le feu. Et donc à la fin, il reste vraiment que les gros troncs et les grosses souches comme ça. D'accord. Et donc là, on est juste après cette étape-là. C'est ça. Et ils vont attendre que les pluies reviennent pour pouvoir planter.
Et quel est l'intérêt de brûler comme ça ces arbres sur cette parcelle? Donc l'intérêt, c'est de dégager un espace pour que ce soit commode pour cultiver, avant tout, que la lumière pénètre pour des plantes qui ont besoin de beaucoup de lumière. Ensuite, c'est transformer toute cette matière organique des arbres en matière minérale avec les cendres. Et donc en fait, c'est directement des éléments qui sont assimilables par les plantes. Donc ça montre bien l'impact de ce brûlis et sur la fertilité derrière, où tous les nutriments vont être dans la végétation qui était sur la parcelle, qui va être brûlée et qui va permettre d'apporter ces nutriments, de nourrir les plantes à partir de ce qu'il y a directement sur la parcelle et non de l'extérieur. Sur place, ouais. Ok. Pour les habitants du parc amazonien, la culture du manioc est un moyen de subsistance clé dans cette zone très isolée. Une culture faite simplement à partir de boutures de plants de manioc. Antoinette Bagadi, de l'ethnie des Aloukou, l'exerce en famille, dans un souci de transmission des savoirs agricoles. Donc je ferme comme ça, que ça soit bien fermé. Ok, c'est-à-dire qu'il faut que tout le manioc soit bien recouvert. Oui. Et c'est que le manioc se dessèche? Oui, et le tronc se dessèche et après ça pousse plus. Bon, je vais essayer de ne pas être responsable de mort de pieds de manioc. Ça m'embêterait. Vous n'allez pas remettre de cendre dessus, pas remettre de quoi que ce soit? Non, on met plus rien. Dès Ça qu'on pousse. ferme, ça reste, ça pousse. Ça pousse tout seul? Oui, tout seul. Entre guillemets. Ouais. Bon, dans combien de temps il faut qu'on vienne pour voir quand ça aura poussé? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, c'est tout? Oui. Bon, bah, c'est pas mal. Ouais. Tout n'est pas fini, mais c'est pas mal. Non, mais vous avez travaillé, ça va. J'ai travaillé, oui. Je sais pas si on peut dire ça. Mais... On peut dire que tu as travaillé. Pratiquée au néolithique dans la quasi-totalité des milieux boisés de la planète, la culture sur abbati-brûlis a perduré au fil des millénaires. Aujourd'hui, dans les forêts équatoriales d'Asie du Sud, d'Afrique et d'Amérique latine, une 50aine de millions d'agriculteurs en vivraient encore. Ancestrale, cette technique fut la conséquence d'une mutation lente de l'homme pour abandonner ses habits de chasseur-cueilleur afin de revêtir ceux d'agriculteur. Le chasseur-collecteur de la fin du Paléolithique s'alimente en partie par la chasse d'animaux sauvages, mais aussi en partie par la collecte de légumes et de céréales sauvages. Vous en récoltez les grains chaque année, et puis vous observez que les grains qui tombent vont germer spontanément, et résultat, l'année suivante, il y aura d'autant plus de céréales à récolter dans ces endroits-là. De cette observation, peut-être que vous serez tenté de semer des grains plutôt que de seulement récolter des céréales sauvages. Et là, vous venez d'inventer l'agriculture. 1000 ans, c'est le temps qu'aurait pris le passage vers l'agriculture. Le temps de domestiquer des semences et de créer les outils adaptés pour que les champs puissent gagner du terrain sur les espaces boisés. Alors il est clair que l'apparition de l'agriculture, et je vais même dire la proto-agriculture, présupposait la sédentarisation des villages, et la sédentarisation des villages présupposait déjà un peu de défricher des champs qui vont être occupés en permanence par la maison et le petit jardin à côté. Et cela n'aurait pas été possible sans la pierre polie. C'est beaucoup de travail que d'abattre des arbres, mais c'est possible avec la pierre polie, c'est impossible avec des outils en silex. Oui, ça a été une révolution technologique. Une révolution technologique à laquelle participe la maîtrise de la poterie, indispensable pour la conservation des récoltes et la préservation des semences. L'agriculteur, par les stocks de grains qu'il constitue, il peut voyager, il peut aller vers de nouveaux espaces. Et puis comme l'agriculture, c'est la transformation de l'environnement, la simplification, l'artificialisation de l'environnement, où qu'il aille, de fait, ce nouvel environnement, il va le transformer pour le rendre conforme à ses habitudes, à ses savoir-faire. Il va le simplifier pour lui.
se rendre maître et possesseur de la nature. Un impératif qui passe d'abord par l'adaptation à une histoire géologique. Car la formation des sols est un phénomène complexe de plusieurs milliers d'années. À l'origine d'un sol, il y a une roche-mère, élément minéral, dur et compact. Par l'action du vent et la succession des périodes de gel et de dégel, la roche-mère subit une dégradation mécanique, mais également chimique, du fait de l'eau de pluie, qui contribue à sa dissolution. Cette altération de la roche génère une nouvelle couche d'éléments minéraux, comme l'argile, permettant l'installation de plantes pionnières dont les racines accentuent à leur tour le processus d'altération de la roche. Lorsque cette végétation meurt, elle se décompose en matière organique, formant une fine litière, puis une couche d'humus. Celle-ci, mêlée à l'argile, constitue une strate riche en eau et en nutriments, favorable à l'implantation d'une végétation plus importante. Parallèlement, vers de terre, insectes, champignons et bactéries se développent et participent au cycle de la matière organique. L'altération de la roche-mère s'accentue et le sol gagne en profondeur. Il n'y a pas un sol, mais des sols. Selon la nature des roches-mères, des couvertures végétales et des climats, les propriétés diffèrent, donnant ainsi des terres acides, sableuses, argileuses ou calcaires, au potentiel fertile très variable. Je trouve ça assez fascinant comme on voit que le sol est vraiment le résultat d'un climat, d'une roche-mère, du temps de son évolution et comment est-ce que l'agriculture systématiquement s'est adaptée à un type de sol. Ici des sols donc, sur lesquels on a un fort enjeu de gestion de fertilité mais qui après tout est une problématique qu'on retrouve un peu partout. C'est le principe de l'agriculture, il faut... Les cultures puisent la matière organique du sol, mais dans le cycle naturel, la matière organique est régénérée au sol et redonnée au sol par la perte des feuilles. Dans un abatis-brûlis, on casse un peu ce cycle naturel de la forêt, donc forcément, on fait que appauvrir un sol. Donc il faut trouver les moyens de nouveau apporter de la matière organique pour de nouveau entrer dans ce cycle et fertiliser le sol. Donc ici, ils ont choisi l'itinérance, et en laissant le sol se reposer pour que de nouveau la fertilité revienne. L'abatis-brûlis est ainsi une culture vivrière itinérante. Les paysans ménageant la forêt en déplaçant leurs champs au gré du lancement de nouveaux cycles de culture sur des parcelles vierges ou naturellement reboisées. Ici, c'est une ancienne parcelle d'abatis-brûlis, c'est ça? Oui, ici, ils ont cultivé principalement le manioc il y a environ 3 à 5 ans. Et là, on voit que c'est une recrue forestière parce que c'est encore assez ouvert. Il y a un peu des herbes, il y a des bois canons. Ça, c'est des grands arbres. Voilà, des arbres, ça s'appelle des arbres pionniers. Et par la suite, d'autres espèces d'arbres s'implantent. Ouais, ici, là, pour le coup, on croirait presque la forêt vierge. On a des troncs beaucoup plus hauts, une canopée qui est beaucoup plus dense, de la lumière d'ailleurs là-bas qui disparaît quasiment. Ça, c'est le paysage, c'est refermé. Quoi. Ouais. Est-ce que du coup, ça, c'est une parcelle qui n'était pas du tout en abatis-brûlis ou qui était... Eh ben, pourtant, si. En fait, là, on est aussi dans une ancienne parcelle d'abatis-brûlis cultivée il y a 30 ans. C'est vrai que justement, dans l'abatis-brûlis, la notion de base, c'est celle de rotation. Et du coup, on aurait presque envie d'appeler l'abatis-brûlis itinérant, de par cette rotation qui est au cœur du système, qui fait que si on ne fait pas cette rotation, le système n'est pas durable. Voilà. Un agriculteur, une agricultrice pourrait tout à fait décider de recultiver cette parcelle. Et donc, on retrouve le cycle naturel, le cycle biologique de la fertilité grâce à ces recrues forestières. Aussi longtemps que les densités de population ne dépassent pas un certain seuil, cette pratique n'entraîne pas de destruction irréversible de la forêt.
Mais au néolithique, le développement de l'agriculture aurait fait passer en 5000 ans la population du globe de 5 à 50 millions d'individus. Un bond démographique dont les écosystèmes ont conservé de profonds stigmates. Avec l'accroissement de la population, il faut augmenter les surfaces cultivées. Donc la première solution, la plus simple, c'est tout simplement pour quelques familles de déménager, d'aller plus loin dans la forêt primaire et de fonder un nouveau village, d'ouvrir de nouveaux champs en culture, en rotation, en abatis-brûlis. Cependant, ce mouvement d'essaimage est très vite limité par une mer, par une chaîne de montagnes. L'autre solution, ça va être de réduire la période de friche. Et ce processus d'accélération de la rotation aboutit à une dégradation progressive de la forêt secondaire qui se renouvelle moins, qui accumule moins de biomasse, et à l'arrivée, la forêt disparaît, tandis que la production agricole en abatis-brûlis périclite. Il va falloir inventer de nouveaux modes de production en agriculture, il va falloir faire une révolution agricole. Oui, là, il y a une vraie crise écologique et des agriculteurs qui vivaient à l'époque de l'abatis-brûlis dans ces régions-là ont migré, et l'un des mouvements migratoires, ça a été de se rapprocher effectivement des grands fleuves. Alors on pense évidemment au Tigre et l'Euphrate, et en Mésopotamie, on pense ensuite au Nil pour ce qui est de l'Égypte. Et là, effectivement, les populations ont pu commencer à vouloir mettre en valeur toutes ces plaines d'épandage de crues, ce qu'on appelle les lits majeurs du fleuve, et en particulier à la décrue, il y a un sol qui a été fertilisé par les alluvions du fleuve, un sol qui est humide, et l'idée de pourquoi pas semer juste après la décrue. Et donc, nouvelle invention, je dirais, dans les systèmes agraires, c'est cette agriculture de décrue. Mais lorsque les faveurs des crues se refusent aux agriculteurs, quand au cœur des déserts, les lits des rivières semblent éternellement taris, la fine gestion de la rareté devient la clé du prodige des oasis. Dans le Haut-Atlas marocain, les Berbères de la tribu des Amazighs, présents sur ces terres hostiles depuis le néolithique, veillent à la préservation d'une précieuse biodiversité, un trésor végétal. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a distingué le site d'Imilchil Amelagou et ses habitants en le consacrant système ingénieux du patrimoine agricole mondial. En regardant autour de nous, on voit des sols extrêmement caillouteux, le lit de la rivière est à sec quasiment, et on devine que l'agriculture ici, c'est un défi de tous les jours. Effectivement, l'eau est un élément crucial et très important dans la zone. On est dans une zone presque aride, donc aride à semi-aride, et qui reçoit des précipitations pas très importantes, une centaine de millimètres par an, et dans des périodes, donc il y a une irrégularité dans le temps et dans l'espace aussi. Mais les gens dans la région ont su quand même s'adapter à cette rareté. C'est vrai que la première idée quand on arrive ici, c'est pas de se dire qu'on va faire pousser les plantes. Et heureusement, à côté de nous, on a ce cours d'eau qui paraît miraculeux dans cet environnement. Alors là, c'est pas un miracle, c'est plutôt un travail donc ingénieux des populations. C'est un canal souterrain qui amène l'eau d'ailleurs, donc de quelques kilomètres jusqu'à la surface du sol, au terrain naturel qu'on va irriguer. Ce système est appelé localement khetara. La technique de la rétara consiste à forer un puits en plein désert pour atteindre une nappe phréatique située à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. À partir de ce point,
Un canal est creusé selon une certaine inclinaison pour drainer la nappe par simple gravité. Tous les 10 à 20 mètres, de nouveaux puits d'accès sont percés pour faciliter l'avancement des travaux et permettre l'entretien du canal. Au bout de plusieurs kilomètres, la conduite arrive à la surface du sol, au niveau des périmètres de culture de l'oasis. Un réseau de petits barrages et de multiples canaux permet alors de contrôler la distribution de l'eau sur les différentes parcelles. Les origines de la Rétara remonteraient à la Perse antique, il y a plus de 3000 ans. Utilisée de la Chine au Yémen, en passant par l'Afghanistan, c'est par la colonisation arabo-musulmane qu'elle serait arrivée au Maroc au 7e siècle de notre ère. C'est un système qui est centenaire, voire millénaire. Et c'est fascinant de se dire qu'ils ont été capables de faire ce travail-là. Ce travail à l'époque, donc c'est ce qui fait le caractère, la géniosité de ces gens qui ont fait le système à l'époque. On dit que les anciens utilisaient, par exemple, des bougies derrière pour aller directement en face de son ombre. Ils mettent la bougie derrière et ils suivent leur ombre pour creuser la galerie. Donc c'est pour avoir un chemin rectiligne. Saïd, ce qui est impressionnant quand on comprend comment fonctionne ce système, c'est d'imaginer la quantité de travail qui a été nécessaire pour amener l'eau comme ça sur plusieurs kilomètres en creusant des galeries. Oui, et il faut savoir que de nos jours, il faut encore 4 ou 5 ans et une trentaine d'hommes pour construire une Rétara. Je trouve qu'on peut que être admiratif du travail qui a été nécessaire pour construire ce type de système et s'adapter à un environnement qui est de base aussi hostile. Dans un agrosystème oasien, à l'équilibre si fragile, priorité est donnée aux parcelles arborées. Barrière naturelle contre l'érosion des terres et catalyseur de leur cycle fertile. Les racines puisent en profondeur les éléments minéraux pour les restituer par la chute des feuilles à la couche supérieure. Et là, pour un champ d'amandier, tous les combien vous irriguez? Ici, pour ce cas particulier, on irrigue au bout de chaque 12 jours. D'accord. Et une fois qu'on a fini d'irriguer, on libère le barrage et on laisse la Kétara suivre son cours pour aller éventuellement irriguer le suivant. Effectivement. Est-ce que chacun peut se servir à sa convenance? Non, il y a une jma'a qui décide et qui donne à chacun sa part. La jma'a, c'est un peu le conseil ethnique. C'est des personnes qui représentent des lignages au niveau du village. Et donc, à chaque lignage, il y a un représentant et on fait un petit peu ce qu'on peut appeler un parlement du village. D'accord. Et c'est ça qui a permis de gérer durablement la ressource? Exactement. Donc, quand on l'applique d'une manière stricte, ça permet de faire perdurer le système agroécologique au niveau de la zone. On voit bien au travers de cet exemple que l'agriculture, c'est pas seulement des pratiques agricoles, mais c'est aussi et surtout une organisation sociale. C'est aussi ça l'histoire de l'agriculture. Exactement. La jma'a exerce également son autorité sur la répartition des terrains de pâturage, dont une exploitation abusive et irrationnelle contribuerait à la dégradation du couvert végétal. Avec seulement 2% de terres arables, les vastes étendues de la région d'Imishil à Melagou exposent leurs habitants au défi perpétuel de la survie. Un défi dont la solution réside dans la diversification des ressources alimentaires et par le maintien de l'équilibre subtil de l'oasis. L'association des plantes, des animaux et des insectes. L'oasis d'Amelagou est le témoignage que toute forme d'agriculture s'apparente à un objet écologique, technique et sociétal complexe. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'une partie des innovations en matière d'agroécologie se trouve aujourd'hui à rechercher chez les agriculteurs les plus pauvres de la planète, qui sont des agroécologues sans le savoir et surtout sans le vouloir. Ils sont agroécologues faute d'avoir pu avoir accès
aux intrants. Et il y a donc là un formidable gisement d'innovation, largement aussi important que ce qui se passe dans les laboratoires de recherche agronomique en matière d'agroécologie. Au nord des Philippines, sur les pentes abruptes de la cordillère de Luzon, des terrasses attestent d'une expression traditionnelle du génie agricole que le temps n'est pas parvenu à épuiser. Œuvre monumentale du peuple des Ifugao, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, les rizières en étage d'Ongduan expriment le raffinement d'une technique millénaire, l'hydroriziculture. Joseph, vous qui avez grandi dans un endroit aussi magnifique, qu'est-ce que vous ressentez encore en parcourant aujourd'hui, sachant que vous le faites depuis que vous êtes tout petit? Avant, je n'avais pas conscience de la beauté de ce lieu. Il a fallu que je le quitte pour que je me rende compte que cet endroit où je suis né est sans doute le meilleur sur Terre. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Rien ne vaut la maison, le foyer ». La vie ici est simple. Nous produisons notre nourriture principale, le riz, et nous sommes heureux. C'est un endroit très calme. On peut bien croire que rester ici, c'est en effet plutôt agréable. Ce que je trouve fantastique, c'est de voir à quel point l'agriculture peut partout dans le monde façonner des paysages comme celui-ci. Et je trouve qu'en se baladant dans ces rizières, on réalise bien à quel point ça a été un vrai travail d'ingénierie. Tout ici me rappelle le travail accompli par nos ancêtres. Ils ont développé une ingénierie assez exceptionnelle, alors qu'ils ne sont même pas allés à l'école. C'est probablement en faisant des essais-erreurs. Mais quand même. Pour l'irrigation, par exemple, comment ont-ils su quelle pente choisir pour que l'eau puisse s'écouler jusqu'au fond de la vallée? Et il y a aussi une autre chose très surprenante. Tu vois ces pierres ici? Eh bien, certaines d'entre elles viennent de la rivière. Et c'était plutôt difficile de les transporter jusqu'ici. Aujourd'hui, notre rôle est de perpétuer et de valoriser le travail de nos ancêtres. C'est votre richesse commune. Oui, exactement. Et s'ils peuvent nous regarder depuis le ciel, préserver tout ce qu'ils ont construit, je pense qu'ils seront très heureux. Je suis sûr qu'ils le sont. Ce type de terrasse est apparu dans les vallées asiatiques pour prémunir les parcelles en abatis brûlis des ruissellements dus aux pluies torrentielles. Rapidement, ces aménagements se sont montrés utiles pour augmenter les surfaces cultivables à flanc de pente et faire évoluer les cultures vers la technique de l'inondation des sols. Quand on regarde là autour de nous, on voit que l'eau, elle est pas absorbée, alors que naturellement, on pourrait se dire qu'elle passe directement au travers de la terrasse. Quelle est la composition de cette terrasse qui permet de retenir l'eau? Ce genre de mur en pierre, là,
C'est ce qu'on appelle ici tukulip. Dans la terrasse, la terre est vraiment très compacte. On peut y trouver des pierres, mais aussi des graviers. Et la couche supérieure est composée de boue. L'une des raisons pour lesquelles l'eau reste en surface de la terrasse est que la couche de boue est très épaisse. Et l'eau ne peut pas passer au travers. Ce qui est fascinant, je trouve, ici, c'est que d'habitude, en agriculture, on arrive à un endroit et on va s'adapter au sol. Ici, ce système des terrasses, il va viser à reconstruire un sol avec différentes composantes, les graviers, le sol par-dessus, pour arriver à refaire un système qui produise derrière et qui permette à la plante d'avoir accès aux nutriments, etc. Oui. Toute cette eau qu'on a autour de nous, là, qui court entre les terrasses, d'où est-ce qu'elle vient? La source de l'eau qu'on utilise pour l'irrigation, c'est la rivière. On va la chercher au plus loin jusqu'à 6 km en amont. Ensuite, la distribution se fait en laissant passer l'eau d'une terrasse à l'autre, jusqu'à ce qu'elle descende de nouveau à la rivière. Sur des champs qui vont pouvoir être ainsi inondés, mais inondés, ça veut dire quand même fertilisés, parce que les terres fines qui descendent avec les eaux de ruissellement et qu'on laisse l'eau stagner dans des petites terrasses entourées de diguettes, à savoir la rizière, ça va sédimenter. L'inondation, c'est un mode de reproduction de la fertilité qui va permettre, là, cette fois, de cultiver tous les ans. À Ongduan, les communautés villageoises ont su préserver les forêts surplombant chaque ensemble de terrasses pour diversifier les sources d'irrigation. Ces couvertures boisées, riches de centaines d'espèces végétales et animales, jouent un rôle essentiel. Elles absorbent les eaux abondantes de la saison des pluies pour les rendre lentement aux rizières sous forme de ruissellement, comme une cascade de fertilité. Ce que je trouve génial en fait dans ce système, c'est la complémentarité déjà entre la forêt qui va apporter l'eau et les nutriments aux rizières, et ensuite la manière dont on a pu façonner ces paysages pour s'adapter, comme l'agriculture a su faire dans tant d'endroits, s'adapter à un environnement pour pouvoir produire de l'alimentation derrière, nourrir des populations et leur permettre de se développer. L'accroissement démographique mondial est étroitement lié à l'expansion de l'hydroriziculture. 1000 ans avant notre ère, la population mondiale s'élève à 100 millions d'individus, pour atteindre 250 millions 2000 ans plus tard. Un bond dont les systèmes rizicoles de Chine, d'Inde et d'Asie du Sud-Est ont été les principaux moteurs. Un rôle prépondérant, jamais démenti dans l'histoire de l'agriculture. Le riz est aujourd'hui cultivé sur 170 millions d'hectares par an. Ça en fait la deuxième ou troisième céréale. Derrière le maïs, c'est à peu près à égalité avec le blé. Et la récolte de quelques 2,5 à 3 milliards de tonnes par an vont permettre de nourrir près de la moitié de la population mondiale. C'est la base énergétique pour la moitié de la population mondiale. L'émergence des variétés de riz à 2 ou 3 récoltes par an dans la seconde moitié du XXe siècle a participé à l'éradication des famines en Asie. Mais sur les terrasses d'Ongduan, c'est une variété traditionnelle, à cycle long, que les paysans continuent à cultiver sans produits chimiques. La variété la plus adaptée à l'écosystème de la zone et à forte valeur nutritive grâce à son unique culture annuelle. Comme tu peux le voir dans ce champ, le riz n'est plus plat parce qu'il contient du lait. Waouh! Ah oui, d'accord. Ce lait, c'est de l'amidon notamment, ça qui va s'accumuler pour faire durcir ensuite le grain avant d'être prêt à être récolté. Oui, c'est ça. Et dans un mois,
le grain devrait être complètement rempli. Et quand il sera mûr, il prendra une belle couleur dorée. Waouh. Un plant de riz, ça fait cette taille en réalité. Donc la tige fait presque 1 mètre de long. Et on voit bien l'influence aussi de l'eau, je trouve, sur le sol. Les sols que j'ai l'habitude de voir ont une structure, se tiennent un peu. Là, c'est vrai qu'on a un sol qui est quasiment à l'état liquide. On voit bien qu'il est gorgé d'eau en permanence. Si typiquement on plantait ici du blé, donc une autre céréale comme le riz, le blé serait incapable de se développer dans un sol comme ça, sans oxygène. Alors que le riz, il a développé cette capacité d'arriver à transférer l'oxygène depuis ses feuilles jusqu'à ses racines, et qui, elles, vont aller chercher les nutriments et d'autres choses dans le sol. Exactement. Et c'est ce qui lui permet de s'épanouir, même quand il est immergé dans un haut niveau d'eau. Et justement, il y a des types de riz qui peuvent pousser dans le sol, mais sans être sous l'eau comme ici. Il y en a d'ailleurs qui poussent dans des systèmes comme de l'abatis-brûlis. Quel va être l'avantage pour le riz d'être encore dans le sol, mais sous une couche d'eau comme on a ici? L'une des raisons pour lesquelles on utilise des terrasses inondées ici est pour noyer les mauvaises herbes qui pourraient pousser. De cette façon, tous les fertilisants qui sont dans l'eau seront exclusivement utilisés par le plant de riz. Et ce type de terrasse inondée a aussi un autre avantage. Il nous permet d'éviter l'arrivée de ravageurs. Donc l'eau agit vraiment comme un bouclier? Oui, exactement. Un bouclier malgré tout imparfait pour préserver totalement ces cultures sans pesticides. Et si aux hommes incombent les tâches d'aménagement des terrasses, les travaux de désherbage sont la responsabilité des femmes. Épouse de Joseph et enseignante dans un lycée agricole, Noémie Madiwo sait mieux que quiconque l'importance de protéger les parcelles des parasites. Tu dois bien marcher entre les plants de riz. Très bien. Waouh! Oui, en effet, c'est assez profond. Comme tu peux le voir, il y a des mauvaises herbes. Donc tu les arraches et tu fais comme ça. Ensuite, tu le reposes là où tu l'as pris et tu fais un pas en avant et tu l'enfonces. C'est incroyablement collant. Hop. Yes. C'est comme ça? Je fais pas trop d'âneries. Parfait. On enterre les mauvaises herbes pour qu'elles se décomposent. Ok. Ensuite, elles vont se transformer en engrais organiques et nourrir le plant de riz. C'est une façon de maintenir la fertilité du sol. On n'a pas besoin d'acheter d'intrants chimiques. On va avoir besoin de plus de femmes pour nous aider à nous débarrasser de toutes ces mauvaises herbes. Je veux bien le croire au vu du temps que je mets à enlever ces mauvaises herbes. J'ai l'impression que tout le monde bouge sauf moi. Est-ce que c'est normal? Oui, bien sûr. Surtout que c'est ta première fois. Quand j'étais enfant, mes parents m'emmenaient toujours avec eux dans les champs de riz pour les aider à travailler. C'est pour ça qu'à l'âge de 8 ans à peine, je savais déjà m'occuper d'un champ de riz. Maintenant que je suis marié, que j'ai des enfants, j'ai 3 fils et 2 filles, je les emmène avec moi travailler au champ, pour qu'eux aussi aient les connaissances nécessaires pour en prendre soin.
La plupart des gens ici enseignent aussi à leurs enfants comment préserver les terrasses. Mais on a remarqué que de plus en plus de jeunes ne veulent plus rester ici comme agriculteurs dans les champs de riz. Ils veulent finir leurs études et s'installer ailleurs. Mais les gens ici tiennent vraiment à transmettre leur savoir à leurs enfants, pour qu'à l'avenir, il y ait toujours quelqu'un pour prendre soin de nos terrasses. Et moi, j'ai juste reçu un tout petit peu de ce savoir que je vais pouvoir ramener en France. Oui, et la prochaine fois, tu resteras aussi pour la récolte. Comme ça, tu ne sauras pas faire que le désherbage. Et pourquoi pas la plantation aussi? J'aimerais bien aussi, j'aimerais bien apprendre le reste. Pour pas seulement avoir ça de savoir, mais plus. Supportant des densités de population bien plus élevées que l'agriculture d'Abati-Brully, les systèmes agraires hydrauliques ont permis par leur avènement des créations de richesses sans précédent. Cette valeur ajoutée plus importante produite par chaque actif va leur permettre peut-être d'accroître leurs revenus, mais va permettre aussi d'accroître les échanges commerciaux au sein des communautés et entre les communautés. Et très vite vont apparaître derrière des États, voire des empires fondés sur la collecte d'un impôt très important, un impôt rendu possible par la productivité du travail de ces actifs en riziculture inondée. Une manne financière indispensable à la constitution d'armées puissantes. Ainsi purent s'établir les redoutables empires de Chine du début de notre ère, puis les prestigieuses dynasties d'Angkor et de Siam. Toutes les structures étatiques qui se sont constituées dans l'histoire et qui ont eu une certaine puissance reposaient toutes sur des sociétés agraires qui avaient préalablement et conjointement pu accroître la productivité du travail pour nourrir des classes dirigeantes qui, elles, étaient débarrassées des tâches productives. Cusco, le nombril du monde en langue quechua. Aujourd'hui péruvienne, la ville fut au XVe siècle l'épicentre de la civilisation inca. Et si à l'échelle d'un pays, la diversité des contrées est un défi pour la science agricole, elle l'est davantage là où se déploient les empires. À son apogée, au début du XVIe siècle, l'État inca courait sur plus de 4000 km. Un interminable corridor embrassant le Pacifique et s'échappant par-delà les Andes jusqu'en Amazonie. Le plus important pour un empire ou un pouvoir quel qu'il soit, c'est d'abord de nourrir sa population et d'éviter qu'elle se révolte pour des raisons justement d'accès insuffisant à la nourriture. D'où l'importance accordée à l'agriculture, aux infrastructures hydrauliques, si on prend l'exemple de l'Empire Inca, aux infrastructures de stockage anti-aléatoires, pour faire face aux famines, pour faire face aux invasions de criquets. Et donc, il est clair qu'assurer cette sécurité alimentaire a été, et je pense est toujours, une préoccupation centrale des États. La diversité des climats qui constituaient l'Empire aurait pu limiter la grandeur inca. Elle fut au contraire le moteur de sa puissance agricole. Moray, à 40 km au nord-ouest de Cusco. Ce site archéologique niché à 3500 mètres d'altitude en serait un précieux témoignage. Cécilia, quel site incroyable. Quand on arrive ici, on est au milieu de nulle part ou presque, et on voit cette espèce d'amphithéâtre avec ses cercles concentriques. Oui, c'est vrai que ça fait penser à un amphithéâtre, mais une hypothèse intéressante affirme que ça pourrait être un laboratoire agricole. La géographie et la diversité des climats dans l'Empire Inca étaient vraiment très variées.
Et les Incas ont beaucoup expérimenté pour essayer de domestiquer différentes plantes et obtenir de meilleures variétés pour leur consommation. Pour l'Empire Inca, on comprend en quoi, avec cette diversité d'environnement, ça a pu être particulièrement important de mieux maîtriser l'agriculture et ce qu'on pouvait en attendre. Définitivement, oui. Ici, au Pérou, nous avons 70% des différents climats qu'on peut trouver à travers le monde. Au Pérou, on peut rencontrer des déserts sur la côte, mais également des forêts sèches, des forêts humides, toute une variété de climats au fur et à mesure que l'on monte sur la cordillère des Andes. Il est clair que l'agriculture était le pilier de la puissance de l'Empire Inca. Le plus apporté par l'Empire Inca et qui a fait toute sa puissance, c'est d'arriver à jouer à l'échelle d'une très très vaste région sur les complémentarités entre des écosystèmes extraordinairement contrastés. Et c'est très souvent en jouant sur cette diversité que les agriculteurs vont pouvoir produire un grand nombre de cultures et se protéger quelque part des aléas climatiques en jouant sur la diversité et ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Au vu de ça, on comprend bien la nécessité pour les Incas d'avoir un laboratoire ou des laboratoires. Et donc justement, sur ce site, ils ont eu à le creuser, à le mettre en place. Comment ça s'est passé? Ce site n'a pas été creusé. C'est une dépression naturelle géologique du fait de la composition du sol. Les Incas ont seulement aménagé la zone pour créer ces différentes terrasses. Et John Earls, un physicien australien arrivé ici dans les années 70, a émis l'hypothèse que ces terrasses avaient des températures différentes en fonction de leur exposition au soleil ou à l'ombre. Ici, on pourrait donc compter jusqu'à 20 microclimats différents seulement sur ce petit espace. Pendant une année entière, John Earls procède à des relevés minutieux en enterrant des thermomètres à 10 cm dans le sol de chaque terrasse. Ainsi, il identifie 3 zones principales du site. Un premier secteur en plein centre de la cuvette, le plus froid et le plus humide en raison d'une nappe d'eau souterraine. Un deuxième secteur, le plus chaud, au niveau des terrasses concentriques intermédiaires. Enfin, un troisième secteur composé des cercles supérieurs du site, aux variations annuelles plus amples. Une palette de microclimats semblable aux différentes parties andines de la vallée sacrée des Incas. Le site de Moray aurait dès lors pu être utilisé pour étudier la culture d'une même plante sous différentes conditions, afin d'évaluer son potentiel productif et sa capacité d'acclimatation. Ce qui me fascine au final le plus à propos de ce site, c'est qu'on voit qu'il y a un certain nombre d'indices qui corroborent cette théorie qui je trouve extrêmement séduisante d'avoir un laboratoire comme ça, Inca. Mais au final, ce qui est assez génial, c'est que le mystère de Moray, il reste quasiment entier parce qu'en fait, il y a potentiellement d'autres théories. Oui, ça pourrait être un amphithéâtre. Mais si on se fie à la logique andine et à leurs besoins d'adaptation, cela fait vraiment sens. Mais ça pourrait être tout autre chose, bien entendu. Moray reste un mystère. Si certaines facettes de l'histoire de la science agronomique du continent américain demeurent floues, son impact sur l'agriculture mondiale ne souffre en revanche aucune discussion. Vient du Pérou? Oui, tout ça vient du Pérou. C'est impressionnant cette diversité sur un même territoire. Le continent
américain a fourni à l'humanité un patrimoine végétal cultivé considérable. N'oublions pas que le maïs a été domestiqué au Mexique, que la tomate, le haricot, le coton, le manioc, la patate douce, un très grand nombre de cultures ont été domestiquées en Amérique avant de conquérir tous les autres continents. La Cordillère des Andes en particulier est un exemple de ce qu'elle a fourni au monde, notamment la pomme de terre qui a joué ensuite, à partir du XVIIe et plus du XVIIIe siècle, un rôle considérable dans l'agriculture et la consommation des Européens. Voilà. Elles viennent toutes du Pérou? Ok. Oui, toutes du Pérou. Magnifique. Combien de variétés de pommes de terre avez-vous en France? Nous, en France, on n'a que des variétés de pommes de terre jaunes comme ça, mais pas du tout cette variété, cette diversité que vous avez là devant nous. Au Pérou, nous en avons plus de 4000, voire plus de 5000. Celle-ci, c'est une pomme de terre native de la région. Trop beau. Elle vient de la province de Cusco. D'accord. Donc elles viennent tous de la province de Cusco. Ok. Muchas gracias. La province de Cusco, considérée comme l'un des berceaux d'origine de la pomme de terre, abrite une réserve biologique de ce haut patrimoine végétal. Créé en 1997, le Parque de la Papa, parc de la pomme de terre, regroupe 6 communautés quechua qui ont su préserver l'intégrité de leur écosystème, de leurs traditions bioculturelles et les variétés natives des pommes de terre andines. L'altitude ici, c'est 4058 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est incroyable d'avoir ces paysages-là à 4000 mètres, alors que nous, en France, à 4000 mètres, on a de la neige, de la glace. Pas du tout des paysages comme ça. Ouais, et tout autour, on peut trouver des parcelles de pommes de terre de la communauté de Paru Paru. Et aujourd'hui, on va effectuer une récolte. Mais avant ça, on va procéder à une cérémonie en l'honneur de la terre-mère. Les habitants du Parque de la Papa vivent en harmonie avec leur environnement et le monde des esprits. La terre-mère, la Pachamama, est perçue comme bienfaitrice. Ses dons appellent en retour des offrandes de feuilles de coca. Quand on mâche de la coca, c'est toujours très bon. Parce que quand tu mâches de la coca, tu n'as plus soif, tu n'as plus faim et ça te donne plus de force pour travailler. C'est un goût qui n'est pas désagréable en tout cas. Cet outil, nous l'avons hérité de nos ancêtres, les Incas. Ils utilisaient déjà la chaquitaria. Avec les pentes qu'il y a ici, on ne pourrait pas utiliser de tracteur. C'est pour ça que, pour travailler dans les montagnes, on utilise la chaquitaria. C'est l'outil le plus adapté à l'écosystème dans lequel on est. Oui, tout se fait à la chaquitaria ici. La force des bras comme... Ah, la force des bras, oui. Regarde. Je vais te montrer comment on fait en pratique. Voilà, tu soulèves une motte, 2 mottes. Le coup de main est assez impressionnant. Je ne me lancerai pas dans cette affaire. Et voilà la 3e. Voilà. Et la pomme de terre, tu la plantes avec les germes vers le haut, comme ça. Tu vois? Ah, vas-y, fais-le. Pour qu'il ait une terre bien meuble tout autour de la patate pour qu'elle puisse se développer. Un tubercule de pomme de terre a de 2 à 10 bourgeons, disposés en spirale sous l'épiderme. Ces bourgeons génèrent des germes qui se transforment en tiges,
grâce aux réserves d'éléments nutritifs contenus dans le tubercule. À mesure que le tubercule se flétrit, une plante se développe. Puis des rameaux, appelés stolons, poussent juste sous la surface du sol. Leur croissance est ensuite stoppée en longueur pour gagner en épaisseur. Les stolons synthétisent alors de l'amidon à partir des substances produites par les feuilles de la plante du fait de la photosynthèse. Pour permettre à ces pommes de terre naissantes de grossir sans verdir, il faut qu'elles soient correctement protégées de la lumière. On pratique alors une butte en ajoutant de la terre au pied de la plante. À la fin de la croissance, les feuilles et les tiges de la plante meurent et les pommes de terre arrivées à maturité se détachent de leur stolon. Vient alors le temps de la récolte. Après le maïs, le riz et le blé, la pomme de terre est à l'échelle du globe la 4e culture, nourrissant plus d'1 milliard d'individus. Moins gourmande en eau et produisant à l'hectare 2 à 4 fois plus de denrées que les céréales, la pomme de terre sera dans un futur proche toujours plus essentielle pour assurer la sécurité alimentaire, notamment en Chine, premier consommateur mondial. Ici, on est à 4000 mètres d'altitude. Est-ce que du coup, ça induit des contraintes spécifiques sur la culture de la patate? Oui, en septembre, en octobre, en novembre, c'est la période des pluies. Et ça attendrit la terre. Et ça nous permet de l'ouvrir plus facilement. S'il n'y avait pas cette pluie, on ne pourrait pas travailler le sol. Donc, on s'adapte à la saison des pluies. L'eau est vraiment votre première contrainte dans un écosystème du coup aussi haut. Mais est-ce que vous avez d'autres indices en dehors de l'eau pour savoir quand est-ce qu'est le bon moment pour planter les patates? Alors nous, au Parque de la Papa, on utilise toujours les différents indicateurs biologiques. Par exemple, on observe les plantes sauvages. Et quand leurs fleurs sont bien ouvertes, c'est là que c'est le bon moment pour planter. Et donc, quand il y a plein de fleurs partout, ça veut dire que l'année sera bonne. Cuite à l'étouffée, dans un mélange de terre, de pierre, d'herbes et de crottin, une partie de la récolte nourrit les travailleurs au champ, leur donnant les forces nécessaires afin de convoyer l'abondante collecte. Allez, on mange. Tu vois, tu peux mettre un peu de sauce comme ça. Faut goûter avec ça. Délicieux. Délicieux, tout chaud sorti du four. Un délice. Il va falloir que j'apprenne à faire ça chez moi. Pour réduire le risque de chute de rendement dû aux nuisibles, aux pathologies épisodiques, aux aléas climatiques, il est habituel que sur un même champ, une dizaine de variétés différentes de tubercules soient plantées. Les cultures, ainsi associées, compensent leurs faiblesses respectives, se prémunissent les unes les autres et participent au dynamisme biologique des parcelles. Ne pas faire reposer sur une seule et unique espèce le principe de sa survie, un précepte clé de l'agriculture traditionnelle, que les communautés du Parque de la Papa, héritières de 8000 ans d'histoire agronomique andine, ont su rationaliser
en fondant une banque semencière riche de 3700 variétés et en couvant sous serre les tubercules qui seront prochainement replantés. Un catalogue du vivant qui sauvegarde précieusement des pommes de terre perdues en d'autres régions lors de l'introduction des méthodes de culture moderne. Mais un autre trésor, plus rare, plus fragile encore, subsiste dans les entrailles de la Pachamama, en quelques endroits, sur les 12 000 hectares que couvre le parc. La pomme de terre sauvage, aïeul millénaire aux multiples descendants. Donc c'est ça les pommes de terre sauvages. Parce que j'avoue que ça ressemble pas du tout à ce à quoi je m'attendais, ça ressemble pas du tout à une patate classique en fait. Ici, on peut observer les feuilles et comme tu peux le voir, elles sont assez caractéristiques. Elles restent au ras du sol. C'est donc une pomme de terre qui résiste très bien aux différents facteurs climatiques. Et là, c'est le tubercule. C'est la taille normale ou ils doivent être plus grands normalement? Pour les pommes de terre sauvages, on en rencontre rarement des beaucoup plus grands. Est-ce que ça se mange du coup? Le tubercule est principalement utilisé à des fins thérapeutiques. Contre les infections ou comme un onguent. Mais on l'utilise aussi comme offrande pour la montagne sacrée ou la Pachamama. Il sert donc à plein de choses différentes. Et donc c'est bien à partir de ces tubercules, de ces petites patates, que nos patates, les patates qu'on a aujourd'hui domestiquées, se sont formées. Pour être très précis, elles sont à l'origine de toutes les variétés de pommes de terre que nous avons sur le parc. Grâce à cette espèce sauvage, nous avons toute une diversité de pommes de terre. Je trouve ça vraiment impressionnant d'avoir sous les yeux comme ça un exemple de domestication d'une espèce. Et c'est vrai qu'on a du mal, je pense, à se représenter toutes les étapes, le temps qu'il a fallu, d'un point de vue agronomique et d'un point de vue agriculture, pour arriver aux patates qu'on a aujourd'hui dans nos assiettes. La domestication, en très peu de mots, c'est le passage d'espèces sauvages à des espèces domestiques qui sont différentes, pas seulement du point de vue de leur faciès, mais même parfois aujourd'hui ne parviennent pas à se recroiser avec leurs ancêtres sauvages. Ce processus s'est fait en sélectionnant progressivement les tubercules les plus gros et aussi les plus savoureux, les plus faciles à cuire, et dans le cas de la pomme de terre, ceux qui étaient les moins amers. Donc un processus d'adaptation, sélection par les agriculteurs, très progressif, et qui a permis aujourd'hui à la pomme de terre d'être cultivée pratiquement sous toutes les latitudes du monde. Ces espèces sauvages qu'aujourd'hui on n'utilise plus, en quoi c'est essentiel pour vous, ici au Parc de la Papaye et ailleurs, de les conserver? Pour nous, c'est comme si c'était une bibliothèque, une réserve génétique. C'est la matière première pour des agronomes, des chercheurs, afin d'améliorer les pommes de terre existantes et concevoir de nouvelles variétés résistant mieux aux changements climatiques. Pour nous, c'est comme de l'or, la pomme de terre sauvage. « 151 espèces de pommes de terre sauvages ont été répertoriées dans le monde, la plupart étant concentrées au Pérou et en Bolivie. Un joyau naturel inestimable pour affronter les bouleversements liés au changement climatique. Pour moi, la Pachamama, c'est comme ma mère. C'est grâce à elle que je peux vivre. C'est comme une femme qui donnerait le sein à son fils. Pour moi, c'est ça que représente la Pachamama. Parce qu'elle nous apporte notre nourriture, mais aussi de la joie. Et ce qui se passe avec le changement climatique, c'est comme si la Pachamama avait de la fièvre, comme si elle tremblait. Avant, on pouvait faire pousser des pommes de terre plus bas dans la vallée. Mais aujourd'hui, on est obligé de cultiver de plus en plus haut. Le changement climatique, c'est un vrai danger. On risque de perdre la pomme de terre.
Pour éviter les produits chimiques qui risqueraient de perturber leur écosystème, les communautés du parquet de la Papa procèdent à de longues jachères des parcelles. Elles les laissent se reposer pendant 7 années après une seule saison de culture. La maîtrise de la fertilité des terres, un des moteurs les plus puissants de la croissance démographique au fil des siècles. Au Moyen Âge, la science agricole européenne va permettre au vieux continent de se distinguer. La révolution agricole du Moyen Âge, elle est essentiellement basée sur une association entre l'agriculture et l'élevage plus perfectionné. Pour pouvoir nourrir davantage d'animaux en hiver, on va construire des stabulations dans lesquelles les animaux vont rester enfermés pendant la mauvaise saison. On va leur apporter de la nourriture et donc ils vont déposer leur déjection dans cette stabulation. On pourra éventuellement mettre de la litière, c'est-à-dire de la paille, des feuilles, des fougères, etc., qui va faire éponge et qui va permettre de conserver l'azote qui est dans les urines du bétail plutôt que de le laisser filer à la rivière ou ailleurs. Et c'est cette litière mélangée aux déjections animales qui va permettre la production de ce qu'on appelle le fumier. Mais pour délivrer tous ces bienfaits, le fumier doit être soigneusement enfoui sous toute la superficie des terres à ensemencer. Pour y parvenir, il faut donc être capable de réaliser un travail rapide et d'envergure pour en enterrer chaque année des dizaines de tonnes. Une tâche rendue possible par l'apparition d'un outil révolutionnaire, la charrue. À Saint-Loup, dans la Nièvre, les membres d'un musée de la machine agricole font revivre avec passion les pratiques paysannes d'autrefois. C'est impressionnant, en vous observant, on voit la charrue se balader, on se dit que c'est très très physique comme activité. Qu'est-ce qui fait que vous faites balader comme ça par la charrue ? Alors, ce qui a l'air aussi physique, c'est parce que c'est la nature du sol, tout simplement. Là, on a un sol qui est avec beaucoup de cailloux, un peu de racines. Donc Serge faut bien énormément qu'il tienne la charrue, c'est très physique pour lui. Et de la balader un petit peu à droite, à gauche, pour contrer l'avancement de la charrue et qu'elle a le bien droit. Donc là, l'art de la charrue, c'est d'arriver à faire en sorte, malgré ça, d'arriver à conduire droit sur sa ligne la charrue, quoi. Malgré ça, oui. Il faut que ça soit instinctif, il faut réagir immédiatement. Parce qu'autrement, la charrue sort et puis c'est fini, quoi. Et le souci qu'il y a aussi, c'est pour les chevaux, quoi. Les chevaux, quand ils tapent dans un caillou, qu'ils tapent dans une racine, ça leur met un coup dans le collier. C'est ce qu'ils appellent les chevaux qui mettent des coups de collier. Et là, si on n'a pas des chevaux qui sont vraiment très gentils, on a des chevaux qui peuvent arriver à forcer d'un seul coup et éventuellement peut-être casser une charrue. Ou alors, comme ça peut arriver, le soc tape dans la charrue et ça peut remonter les brancards de la charrue et malheureusement taper dans la figure, quoi. Ça peut être extrêmement dangereux. C'est pour ça que sur un sol comme ça, qui est très compliqué, on laboure à deux, c'est beaucoup plus facile. Et c'est beaucoup plus sécurisant. Après, quand les sols sont beaucoup plus tendres, on laboure tout seul, il n'y a pas de souci. Quand il n'y a rien, que ça va bien, il n'y a même pas y toucher, on peut le tenir d'une main. Oui, mais là, c'était pas le cas. Non. Là, ça a l'air plus difficile. J'avoue que je veux bien essayer, même si je suis pas sûr de bien réussir. Eh bien, volontiers, on va procéder aux essais. Voilà, Serge, on va y mettre la charrue en place. Je vous suis. Je vous suis. Allez, tourne. Ah ouais. Hop. Voilà. On y va doucement. On y va doucement. Balle bleue. Marchez. Oh là là. Ça va. Faut que je tourne un peu.
Voilà, le principe de la charrue, c'est qu'il faut tourner à droite, il faut tourner à gauche pour compenser les sols. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est pas si facile que ça. Non, c'est assez physique. Hein. Quand on en parle, ça va, mais... Bah, c'est impressionnant comme ça tire, là. On sent bien les cailloux. C'est impressionnant. Hop. Bon, Serge, diagnostic, ça n'a pas l'air terrible. Bien. Non, c'est pas très droit, là. Ah, bah, il y a une déviation au milieu. En plus de permettre d'enfouir le fumier, le labour a pour fonction de lutter contre les mauvaises herbes, d'ameublir le sol pour faciliter la circulation de l'eau, la pénétration des racines et de l'aérer pour favoriser la minéralisation de la matière organique. Ces nouvelles techniques de travail des sols ont permis l'exploitation de terres céréalières plus étendues, plus productives et par ricochet un accroissement démographique majeur en mettant fin aux famines. Du XVIe au XIXe siècle, une nouvelle révolution agricole a lieu grâce à l'amélioration continue de la fertilité des sols, avec pour conséquence l'augmentation des rendements et la surcharge des travaux agricoles. Un surplus auquel la révolution industrielle du XIXe siècle apporte une réponse technologique. À la fin du XIXe siècle, l'industrie se met à produire des machines sans moteur, des machines qui vont permettre de diversifier, de complexifier les mécaniques que l'on va atteler derrière les bœufs, derrière les chevaux. Donc ces mécaniques sont de plus en plus sophistiquées, elles vont permettre de gagner du temps. Elles vont permettre non seulement de moissonner, mais ensuite de lier, de battre, et donc d'économiser de la force de travail et de pouvoir cultiver une surface toujours plus importante par travailleur et donc d'accroître la productivité du travail. Avançant 1,5 fois plus vite qu'un bœuf et pouvant travailler chaque jour 2 heures de plus, le cheval de trait est le moteur incontournable de ces nouvelles mécaniques agricoles. Et c'est dans un étonnant manège, du nom de trépigneuse, servant à battre les blés, que l'une de ses utilisations fut sans doute la plus surprenante. C'est vraiment une machine impressionnante parce que le tapis roulant ici est uniquement entraîné par le poids de l'animal. C'est pour ça qu'il est en pente, c'est ça? Tout à fait, oui. Il y a une pente, une inclinaison bien définie pour que le cheval, sans peiner, puisse entraîner le tapis. Ça fait tourner un gros ventilateur et un trieur qui trie le grain des épis. Et la trépineuse, quand elle est arrivée, quel gain de productivité elle a représenté? Parce qu'on imagine bien que ça a été une innovation importante. Bien sûr, ça a été une innovation très importante parce que par rapport à des gens qui étaient à 4 personnes avec des fléaux, donc là on est passé avec une trépineuse, donc on fait 20 fois plus de rendement. Et donc on voit bien le gain de productivité. Et je trouve que c'est une parfaite illustration de la relation qui a été clé dans l'histoire de l'agriculture entre l'élevage et la culture, dont on a pu bénéficier au champ avec le labour, ici avec la force de travail du cheval, et qui ont permis ces gains de productivité et cette conquête de nouveaux espaces. Oui, c'est vrai. Et c'est assez fascinant. Les agriculteurs des pays neufs, États-Unis, Australie, Canada, Argentine, adoptent largement ces nouveaux matériels, contraints par les dimensions sans précédent de ces Eldorados agricoles.
qu'à partir de 1860 aux États-Unis, tout agriculteur qui veut s'installer sur la frontière peut avoir accès pour $1 symbolique à 65 hectares. Donc on a des exploitations agricoles de très grande taille où les gens ne sont capables, dans un premier temps, que de cultiver une petite partie parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens physiques de tout cultiver, il faut encore les récoltes à la main. À partir du moment où le chemin de fer va arriver dans les campagnes américaines, les agriculteurs vont pouvoir vendre leur surplus plus facilement, s'enrichir et ils vont commencer à acheter les moyens de production que produit l'industrie. Et ce qu'on voit très très bien à partir de 1860 aux États-Unis, c'est qu'il y a une espèce de course-poursuite avec des industriels qui ne cessent de concevoir des machines toujours plus performantes pour permettre aux agriculteurs de cultiver une surface de plus en plus importante. On a même mis au point une moissonneuse-batteuse attelée devant laquelle on a 25 chevaux qui tirent une machine très complexe qui non seulement coupe les céréales mais va jusqu'au battage et il y a même une personne sur la machine, il y a 6 personnes qui sont sur la machine et il y en a une qui ne fait que coudre le sac et ce qui sort de la machine c'est les grains dans un sac. Entrée dans l'ère du gigantisme, la production agricole abandonne progressivement la traction animale pour la motorisation issue de la seconde révolution industrielle. Le début d'une fin pour la paysannerie occidentale, de plus en plus muette face au fracas des pistons, des soupapes et des cylindres. La révolution agricole contemporaine, c'est-à-dire celle qui se développe en Europe de l'Ouest pendant la deuxième moitié du XXe siècle, et bien sûr aux États-Unis, est essentiellement fondée sur les éléments suivants. D'abord, l'utilisation du moteur à essence, c'est-à-dire l'énergie fossile. Ensuite, l'utilisation massive d'engrais chimiques. Cette utilisation avait commencé avant, mais elle se généralise au cours de cette révolution agricole. Troisième élément, l'utilisation de plus en plus importante, de plus en plus massive de produits chimiques pour lutter contre les champignons, les bactéries, les mauvaises herbes, les insectes. Et enfin, la sélection génétique pour adapter les plantes cultivées à ces nouveaux intrants et aux machines que l'on va utiliser. Je prends un exemple. Si vous voulez moissonner une parcelle de blé à la moissonneuse-batteuse, il est impératif que tous les épis soient à la même hauteur, qu'ils soient tous mûrs au même moment. Et on va donc créer des variétés qui, bien sûr, sont plus productives. C'est l'un des objectifs de la sélection variétale, mais qui aussi sont extrêmement homogènes et adaptées à des doses d'intrants plus importantes, adaptées à la motomécanisation des cultures. Les révolutions agricoles des temps modernes ont considérablement participé à l'accroissement phénoménal de la population mondiale, passée de 500 millions au début du XVIe siècle à 7,5 milliards de nos jours. Devenue une véritable industrie, l'agriculture contemporaine a délaissé les hommes à mesure qu'elle accueillait les machines. Un seul travailleur suffisant pour l'exploitation d'une centaine d'hectares de céréales. En Europe de l'Ouest et aux États-Unis, la proportion d'agriculteurs dans la population économiquement active est ainsi passée de 40% au milieu du XXe siècle à seulement 4% aujourd'hui. Tandis que les exploitations agricoles se spécialisaient dans un souci de profit, abandonnant la production diversifiée, essence même de l'agriculture. Dès lors qu'on a spécialisé les exploitations agricoles de la sorte, on a séparé les activités de culture et les activités d'élevage. Beaucoup d'exploitations ne produisent que des productions végétales, d'autres exploitations sont spécialisées dans les productions animales et ne produisent que des productions animales. Et on a mis le doigt dans un engrenage, effectivement, qui est allé beaucoup trop loin dans la spécialisation, beaucoup trop loin dans la chimisation, dans la simplification, dans l'homogénéisation, avec les effets pervers que l'on connaît aujourd'hui, en matière d'environnement notamment. Appauvrissement des sols, pollution des nappes phréatiques, diminution de la biodiversité, phénomène d'érosion. Les dérives du productivisme ont conduit l'agriculture dans une impasse écologique. Comment pourrait-elle se réinventer ?
Écosse, certains chercheurs font le pari futuriste d'une artificialisation totale dans des fermes verticales. Ce dispositif expérimental pousse le concept à son extrême en contrôlant jusqu'au paramètre le plus aléatoire de l'agriculture, l'ensoleillement. En agriculture, on est habitué aux serres, on a artificialisé un certain nombre de choses, on contrôle la température, on contrôle l'aération. Ce qui est perturbant ici, c'est qu'on est allé encore plus loin. Je pense que ce qu'il y a de vraiment unique avec ce système, c'est qu'on a un contrôle total sur toutes les variables environnementales, à commencer par la lumière. En agriculture conventionnelle, cette lumière vient du soleil, mais c'est une source très fluctuante. Elle varie d'une journée sur l'autre, d'une saison sur l'autre. Avec ce système de LED, on peut contrôler non seulement l'intensité et la durée de l'éclairage, mais aussi le spectre lumineux. Et c'est un aspect vraiment primordial pour maîtriser la croissance et la qualité des cultures. Quel est l'intérêt de contrôler le spectre lumineux comme ça? La raison pour laquelle nous voulons cette maîtrise est vraiment importante. Pour la photosynthèse, les plantes utilisent majoritairement la lumière bleue et la lumière rouge. Mais elles utilisent également de nombreuses autres couleurs du spectre pour comprendre leur environnement. Par exemple, les infrarouges vont indiquer à une plante qu'elle est à l'ombre d'une plante rivale. Cela va donc l'encourager à augmenter sa croissance et à pousser plus rapidement pour dépasser sa rivale. Et donc, en contrôlant les différents éléments du spectre lumineux et les différentes couleurs, ça nous permet de modifier non seulement la morphologie d'une plante, ce à quoi elle va ressembler, mais également le moment où elle va fleurir. On peut influencer jusqu'à la composition chimique de cette plante en manipulant les différentes zones du spectre lumineux. On peut donc, avec des variétés génétiquement identiques, produire des cultures très différentes. Ultra rationalisée, entièrement robotisée, cette ferme du futur permet une culture sur mesure. On est sur des systèmes ici où vous maîtrisez donc la lumière, les nutriments, l'eau. On a vu que ça avait un certain nombre d'avantages sur le niveau de production, sur la consommation d'eau. Mais c'est aussi des systèmes qui sont très gourmands en termes de matière plastique et autres. Qu'est-ce qu'il en est du coût environnemental de ces systèmes? Avec ce système, on travaille à obtenir les rendements les plus hauts possibles. Alors oui, effectivement, il pourrait y avoir de plus grandes émissions de CO2 à cause de l'éclairage. Mais tout dépend de la source d'énergie que vous utilisez pour alimenter vos LED. Si vous utilisez des énergies renouvelables, le bilan carbone sera bon. Et parce qu'on utilise un sas totalement étanche, on peut empêcher les insectes, les ravageurs et les maladies d'entrer. Et ça nous permet de ne pas utiliser de pesticides ni de fongicides. Si l'on gère ces systèmes avec soin, en réfléchissant bien à ce que l'on fait, je pense qu'il peut même y avoir des bénéfices pour l'environnement comparé à une agriculture plus conventionnelle. On se doute en voyant ces systèmes qu'on ne va pas les implanter partout. Et justement, dans quel milieu ce type de système pourrait être pertinent? Je pense que ces systèmes seraient très pertinents dans des zones urbaines très denses, là où il y a une grosse demande de produits alimentaires. Mais aussi dans des environnements où on ne peut pas cultiver pour l'instant à cause de saisons trop courtes, de vents trop importants ou par manque d'eau. Il y a ainsi de nombreux environnements où on ne peut pas cultiver, dans le sud de l'Espagne par exemple, où des zones sont désertiques et où vous pourriez utiliser un système comme celui-ci pour sa faible consommation en eau. Et donc, réfléchir à l'endroit où on va installer ces systèmes est un aspect très important de leur conception. Ce qui est troublant par rapport à des systèmes agricoles classiques, c'est qu'on n'a plus d'agriculteurs, on a des robots, on n'utilise plus la lumière du soleil, on utilise plutôt des LED, on n'a plus de sol, on utilise des substrats. Est-ce que dès lors, on parle encore d'agriculture ou est-ce qu'on est sur autre chose ? Si vous regardez l'évolution de l'agriculture depuis qu'elle est née, cela a débuté avec des gens qui ont ramassé des graines et qui ont commencé à les planter. Puis, ils ont ensuite conçu des systèmes d'irrigation, puis des serres, pour aboutir aujourd'hui à toute une série d'innovations comme les tracteurs dirigés par satellite. Donc l'histoire de l'agriculture a toujours été faite d'innovation. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est plus de l'agriculture pour autant. Le but a toujours été de produire des cultures, de réussir à les développer et d'utiliser pour cela les outils qui sont à votre disposition. Et ça, c'est peut-être la prochaine étape.
Cette nouvelle forme de culture, coûteuse, produisant essentiellement des légumes-feuilles, ne saurait répondre à tous les défis d'une agriculture véritablement nourricière pour les 10 milliards d'individus qui peupleront la planète en 2050. Une option technologique nullement adaptée à la paysannerie mondiale, composée dans son immense majorité d'agriculteurs modestes. Quel chemin dès lors emprunter pour nourrir l'humanité? Il faut regarder un tout petit peu en arrière pour redécouvrir comment, lorsque les agriculteurs n'avaient pas accès aux intrants chimiques, comment ils faisaient pour reproduire la fertilité de leurs champs sans engrais chimiques. À coup sûr, les évolutions vont être une agriculture qui va relever de l'agroécologie scientifique, celle qui fait l'usage intensif des ressources qui nous coûtent rien, les rayons du soleil, le carbone du gaz carbonique, l'azote de l'air, les éléments minéraux du sous-sol. Désormais, l'agriculture moderne de demain va prendre en considération le fait que l'objet de travail de l'agriculteur, c'est pas une plante, c'est pas un troupeau. C'est un agroécosystème d'une incroyable complexité, mais en prenant compte les interactions entre tous ces êtres vivants au sein d'un même terroir, au sein d'un même bassin versant, au sein d'une même rizière, au sein d'un même champ. Et c'est ça, l'agriculture moderne et savante de demain, hyper diversifiée. Alors bien sûr, quand on parle d'agroécologie et d'agriculture de demain, il n'est pas question de revenir à l'agriculture du passé. L'avenir de l'agriculture, c'est peut-être de revenir sur les fondamentaux de cette relation entre, je dirais, l'homme, l'animal et le milieu naturel pour essayer de refaire quelque chose qui soit plus harmonieux et qui permette de nourrir 10 milliards d'humains dans des conditions favorables. Des conditions favorables à recréer. Car si l'agriculture émet des gaz à effet de serre, elle pourrait paradoxalement contribuer à limiter la quantité de CO2 dans l'atmosphère, grâce au phénomène naturel de la photosynthèse. La démonstration, elle n'est pas compliquée. Où la plante trouve-t-elle le carbone? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère dans les années qui viennent? Excusez-moi, il y en a trop. Donc faire l'usage intensif des rayons solaires pour que les plantes interceptent ces rayons solaires et par photosynthèse nous fabriquent de l'énergie élémentaire, alors je vais vous dire, je suis pour l'agriculture intensive. La quantité de carbone contenue dans l'atmosphère augmente chaque année de 4,3 milliards de tonnes du fait des activités humaines. 30% de ce CO2 est récupéré par les végétaux qui, grâce à la photosynthèse, le décomposent, fabriquant d'une part de l'oxygène qui est recraché et d'autre part des composés organiques, tels que les glucides qui permettent à la plante de croître. Ainsi, le carbone est intégré au sol par le développement des racines, puis lorsque les végétaux meurent, par leur décomposition en matière organique. Et si le stock de carbone augmentait de 0,4% par an dans les sols, cela permettrait de stopper l'accroissement de CO2 dans l'atmosphère. C'est le but de l'initiative internationale 4 pour 1000 qui vise à faire des sols agricoles d'importants puits de carbone. Pour y parvenir, elle encourage les méthodes agroécologiques comme la complémentarité des cultures par la plantation d'arbres et de légumineuses au cœur des parcelles céréalières. Une solution à première vue iconoclaste, mais qui ne serait que l'application à grande échelle d'une pratique traditionnelle trop longtemps ignorée. Soulignant l'évidence que l'avenir de notre planète ne saurait s'inventer sans les agriculteurs. Il est difficile d'imaginer quelles seraient les conséquences environnementales d'un monde sans agriculteurs. Pour certains, les agriculteurs sont les principaux responsables de la dégradation de l'environnement et verraient d'un bon œil finalement que ces agriculteurs disparaissent ou se consacrent à d'autres métiers pour laisser repousser la végétation spontanée, retrouver des espaces herbacés, des forêts, etc. Mais dans un très grand nombre de régions du monde, les agriculteurs sont les jardiniers de la nature. Le
passage de la prédation à l'agriculture, ça a ouvert une porte à des agricultures extrêmement différentes. Il n'y a pas une voie unique. Ce fut de belles aventures à l'agriculture depuis le néolithique jusqu'à nos jours, et on pourrait avoir de belles aventures si on redevenait raisonnable.